Bonjour à vous tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous pour ce 18h de MJC TV de l'année 2016. Arthur est actuellement en service civique à la MJC, ce qui va nous permettre d'aborder entre autres ce sujet. Deux personnes de la Fédération des MJC sont présentes sur notre plateau pour nous en parler. C'est maintenant officiel, la cessation de propriété du haras national de Lamballe aux 4 collectivités a été signée. Nous vous présenterons quelques images à ce sujet. Comme tous les ans, à la période de Noël, les écuries du Père Noël ont eu lieu au haras. Notre équipe est allée faire quelques images, mais également recueillir les impressions des visiteurs. En France, de nombreux jeunes effectuent un service civique qui leur offre la possibilité de s'engager sans condition de diplôme pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger dans des domaines différents. À la MJC de Lamballe, ce ne sont pas moins de 10 jeunes qui ont été accueillis en service civique. Dans un premier temps, je vous invite à regarder ce clip gouvernemental. Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Dans la culture, la santé, l'environnement et bien d'autres domaines, votre mission indemnisée vous attend en France ou à l'étranger. Faites le saut sur servicecivique.gouv.fr. Service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Nous recevons Azilis Kondraki et Corinne Le Fustec sur notre plateau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Eh bien moi c'est Azilis Kondraki, je suis animatrice socioculturelle à la Fédération départementale des maisons de jeunes à Saint-Brieuc. Et moi je suis la directrice de la fédération, Corinne Le Fustec donc. Corinne, qu'est-ce que le service civique ? Alors le service civique, c'est la possibilité pour des jeunes de 16 à 25 ans de faire un petit break dans leur scolarité, dans leur travail et de prendre le temps un petit peu de comprendre la société, de s'y engager. Alors, je dis tout de suite une petite précaution, c'est que le service civique n'est pas un emploi déguisé mal payé. En tout cas, à la Fédération des MJC, on revendique cela. C'est-à-dire, c'est vraiment la possibilité pour les jeunes de gagner en confiance, de découvrir tout d'un coup un environnement qu'ils ne connaîtraient pas et de donner de leur temps. Puisqu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes sont vraiment désireux de s'engager et de faire de nouvelles choses. En tout cas, c'est ce qu'on découvre tous les jours avec les projets qu'on conduit. Azilis, quand a-t-il été institué et par qui ? Alors le service civique, c'est un dispositif français qui a été créé en 2010, en mars 2010 plus précisément, par Martin Hirsch, qui à l'époque était haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et à la jeunesse. Il était également à ce moment-là, du coup, président de l'Agence nationale du service civique. Et au début, donc, ce n'était pas le service civique, ça s'appelait le service civil. Et il y avait deux manières de faire le service, le volontariat. C'était soit dans le cadre d'un contrat aidé pour des jeunes, aider des jeunes à s'insérer, ou alors donc la philosophie qui a été retenue et qui est celle qui est encore en œuvre aujourd'hui. Et moi, je voudrais ajouter qu'il existe aussi le service volontaire européen. C'est un peu le même principe. C'est un temps, entre 6 et 12 mois, un temps dans lequel on donne de son énergie, on donne de son temps et on apprend un tas de choses. Nous l'avons dit plus haut, beaucoup de jeunes effectuent un service civique. Voici l'exemple de Sylvie. Je m'appelle Sylvie, j'ai 26 ans, je fais mon service civique chez les Compagnons Bâtisseurs Bretagne. Les plaintes, tu vois, les boiseries, donc il resterait à égrener un peu les murs. Voilà. D'accord. Alors les Compagnons Bâtisseurs, c'est une association qui s'investit contre le mal logement, qui fait des travaux de rénovation d'habitat pour des gens en difficulté. Et t'es arrivé quand sur ce chantier ? La particularité de ces chantiers et de l'association, c'est que les gens participent au chantier. Donc on vient faire les travaux pour eux, mais avec eux. Il y a vraiment une relation avec les gens. On voit qu'on est là pour améliorer leur habitat. On partage des moments avec eux, des temps de repas. Il y a des liens qui se créent. Sur les chantiers, on est avec un animateur technique et on apprend sur le tas, sur tous les corps de métier. Moi, du coup, ça m'a permis de découvrir des métiers que je connaissais pas très bien. Pour moi, la principale valeur que j'ai trouvée ici chez les Compagnons Bâtisseurs, c'est la solidarité. Tu vois les ardoises qu'elle a posées là?
C'est pas une entreprise extérieure qui vient faire des travaux, voilà, on arrive et puis quand c'est terminé, on repart. Il y a vraiment une dimension humaine dans les chantiers. Je trouve que c'est une expérience vraiment intéressante sur le plan technique et du coup sur le plan humain. Azilise, y a-t-il eu beaucoup de jeunes à effectuer un service civique? Alors au niveau national, donc pour la France entière, en 2015, on recense près de 80 000 jeunes qui ont déjà pu bénéficier de ce dispositif-là. Donc ça représente un bon nombre de jeunes. Et au niveau de la fédération départementale des MJC, on a coordonné l'accueil ou accueilli plus d'une centaine de jeunes en Bretagne, ou dans les Côtes d'Armor en tout cas. Que permet-il de faire? Alors, le service civique propose de nombreuses missions. Plus d'une centaine de missions en fait, sont publiées chaque mois ou chaque semaine sur le site du service civique et sont régulièrement mises à jour, donc, comme je disais juste avant, et recouvrent près de 9 thématiques différentes. Donc, on trouve des missions dans les domaines de la solidarité, l'environnement, la culture, les loisirs, la mémoire, la citoyenneté. Enfin, voilà, ça recouvre un grand panel de missions. Corinne, comment et pourquoi la Fédération des MJC a-t-elle été choisie pour s'occuper des inscriptions et du suivi des jeunes? Alors, comment? Déjà dans MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, on peut comprendre aisément pourquoi on est intéressé. En fait, nous, tout ce qui va permettre à des jeunes de s'engager, plus dans la dimension collective, nous intéresse beaucoup. Vous connaissez ici les différents projets qu'on a menés comme Mur en Mur, et tout ce qui permet à des jeunes de rencontrer d'autres personnes, de se confronter à la différence, à la rencontre de nouvelles réalités, pour nous est intéressant. Donc, c'est notre fédération au niveau national, la Confédération des MJC de France, qui a signé un accord de partenariat avec l'Agence du service civique, en fait, qui a été agréé. Et on a choisi, nous, d'inscrire toutes nos actions dans l'agrément national. Et ensuite, au niveau de chaque région, il y a un relais de cet agrément national. Et en Bretagne, les MJC ont choisi que la fédération régionale coordonne l'ensemble du dispositif. C'est-à-dire aucune MJC n'a un agrément seul, mais passe par l'agrément régional, enfin national. Et donc la fédération des MJC, en convention avec la fédération régionale, fait tout le suivi, c'est-à-dire recrute les jeunes en lien avec les MJC. Bien sûr, c'est les MJC qui les choisissent, les encadrent, et surtout, nous, on a une politique de formation très importante. On est la seule fédération à faire ça de manière massive, avec les centres sociaux qui nous ont rejoints d'ailleurs. Et donc, au lieu de proposer seulement 2 journées de formation sur l'ensemble du service civique, on en propose 1 par mois en moyenne. Alors, pourquoi on a choisi ça? C'est parce que ça permet à la fois de travailler en réseau, de réunir les jeunes sur l'ensemble des MJC. Donc on tourne, la dernière fois on était à l'MJC du Plateau, il y avait une 50aine de personnes réunies, jeunes et tuteurs, pour justement travailler ensemble, se former, réfléchir et s'engager. Quelle démarche faut-il faire pour effectuer un service civique? Alors, c'est très simple. Il y a ce que vient de dire Azilise tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un site sur lequel toutes les missions qui sont proposées sont en ligne, et donc les jeunes peuvent postuler. Mais il y a une autre démarche que nous, on aime beaucoup encourager, complémentairement, parce qu'on pense qu'il faut les deux. On a effectivement les jeunes qui ne connaissent pas ou qui vont rentrer par ce biais-là, qui tout d'un coup vont pousser la porte et découvrir une MJC ou un autre lieu. Mais on a aussi des jeunes qui sont dans nos maisons. C'est le cas à Lamballe, ça a été souvent le cas, c'est-à-dire de jeunes qui s'engagent. Je pense peut-être qu'Adrien, un jour, fera un service civique. Et c'est des jeunes qui sont dans la maison, qui tout d'un coup ont envie de s'engager plus longtemps. Alors on a différents profils, puisqu'on a des services civiques qui ont un très haut niveau d'études, d'autres qui n'en ont pas du tout. Nous, dans les MJC, on a fait une grosse évaluation il y a quelques années. On accueille vraiment tout type de jeunes. Et on aime bien essayer de construire un projet de service civique qui correspond exactement aux jeunes qui demandent à le faire. Donc nous, à peu près une bonne moitié des jeunes est dans cette démarche-là. C'est-à-dire c'est un jeune qui vient, qui dit moi j'aimerais bien rester, tiens ça m'intéresse le service civique. Et donc avec eux on réfléchit, on construit le projet service civique à la fois dans ce qu'il connaît et ce qu'il aime, mais aussi on lui offre la possibilité de s'ouvrir à d'autres réalités. Voilà les possibilités. Des perspectives? Alors en perspective, oui c'est intéressant. Aujourd'hui en plus on est à Lamballe. Et donc Christine Pruneau, comme vous le savez, qui est sénatrice de la circonscription, est très attachée à ces questions-là, puisqu'elle est dans la commission du Sénat qui travaille sur toutes les questions d'engagement, de vie associative, d'éducation populaire. Et elle nous a missionnés pour un travail qu'on va faire en début d'année,
justement d'informations plus larges, parce qu'en fait on coordonne nous dans les MJC, mais depuis plusieurs années on coordonne aussi des associations où on est prêt à travailler avec des mairies intéressées pour accueillir des jeunes. C'est-à-dire, parce qu'en fait accueillir un jeune, c'est pas seulement signer le papier, l'avoir dans la structure, ça nécessite tout un accompagnement, de définir de la formation. Et donc on sait que des mairies sont intéressées pour coopérer avec nous pour la mise en place de volontaires. Et en fait, le fait qu'ils soient dans un réseau comme le nôtre d'une fédération d'éducation populaire, c'est intéressant. D'autant que nous, on invite à toutes nos réunions de services civiques de formation les services volontaires européens. Donc c'est vraiment une ouverture sur le monde d'un certain nombre de données. Voilà nos perspectives. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Marion. À la MJC, il y a régulièrement des jeunes accueillis en service civique. Cette année, c'est Arthur. Il n'a pas pu venir sur notre plateau pour des raisons personnelles. François a réalisé ce reportage. Bonjour, moi je suis Arthur Rondeau, j'ai 21 ans. Je suis en service civique à la MJC de Lamballe pour 8 mois. En fait, mes tâches sont l'accueil de personnes, leur donner les renseignements qu'ils souhaitent. Je réponds aussi du coup au téléphone. J'accueille le mercredi et le samedi des jeunes et mon rôle est de jouer avec eux ou de les emmener sur une activité. Je suis en charge de m'assurer que les jeunes aient une documentation adaptée pour leurs questions sur la santé et les questions adolescentes. Mon but est qu'ils puissent trouver ici à la MJC les premières informations avant de les aiguiller dans des lieux plus adaptés. C'est intéressant parce que c'est un jeune, c'est forcément un jeune, c'est moins de 25 ans. Et en termes de contact avec nos adhérents, c'est important d'avoir aussi dans l'équipe d'animation des jeunes. Je leur dis toujours, moi, au service civique, ils ont le rôle aussi, un rôle un peu de témoin vis-à-vis d'autres jeunes, des ados de 15-16 ans, qui peuvent voir à travers le service civique qu'on peut s'engager dans la vie associative. Je suis aussi également sur des activités, sur ce qu'on appelle des temps forts. On va accueillir une exposition qui est Non à la haine. Je vais être dans l'organisation et je vais avoir une responsabilité, mais aussi sur un autre festival qui aura lieu à Lamballe, le festival Passage. Et là, je suis le représentant de la MJC dans le groupe de pilotage. Ça permet quand même de mener des projets à moyen terme, hein, comme il y a pu y en avoir par le passé. Pour le festival Passage, je vais être avec le centre culturel de Lamballe, le Quai des Rêves. Je vais être aussi avec des acteurs de la mairie, de Lamballe, du service jeunesse de Lamballe, pour ne citer qu'eux, et il y a bien sûr bien d'autres personnes. Historiquement, le milieu associatif et notamment les MJC ont toujours accueilli, on va dire, les contrats, les personnes sous divers contrats depuis toujours, quoi. La Confédération des MJC de France a été associée à cette opération. Et puis, du coup, on a eu l'information dans les MJC. Ça permet une forme d'engagement qui est peut-être plus facile que du bénévolat classique où on vient sur un certain temps dans la semaine. Là, c'est un engagement un peu plus complet. Ça peut être valorisant pour un jeune à un moment donné de sa vie, entre deux périodes d'études, avant d'entamer une vie professionnelle, etc., de venir quelques semaines, quelques mois dans une MJC. C'est intéressant à double titre. D'une part, c'est quelqu'un qui est là pendant une durée quand même conséquente, parce qu'en général, on les accueille de 6 à 8 mois maintenant. Même à 16 ans, même à 18 ans, même à 20 ans, on peut avoir, quel que soit son parcours scolaire, professionnel, certaines compétences utiles à une MJC. On peut être bénévole à court terme, et puis on peut être service civique, c'est un petit peu plus poussé. C'est important qu'un jeune voit un autre jeune s'impliquer, s'engager comme ça. Comme vous avez dû en entendre parler, les collectivités territoriales ont acheté le mardi 6 décembre à 11h30 le haras national de Lamballe. 4 collectivités étaient présentes pour la signature finale de l'achat. La ville de Lamballe, Lamballe Communauté, le conseil régional et le conseil départemental. Notre équipe s'est rendue sur les lieux pour vous montrer des images de cette signature qui a eu lieu symboliquement dans l'écurie des Arts. Regardez plutôt. C'est dans l'écurie des Arts qu'a été signé mardi 6 décembre 2016 l'acte de vente du haras national de Lamballe. Une journée jugée historique par Loïc Corré, maire de Lamballe,
et qui clôt près de 200 ans de propriété de l'État. Même si les choses se sont faites déjà, on en avait parlé cet été, mais c'est aujourd'hui que se fait la véritable signature transférant la propriété du haras. Aujourd'hui, on passe à quelque chose de différent, puisque la maîtrise d'ouvrage de la propriété sera la collectivité, avec un autre partenariat qui continue avec l'IFCE. Et on arrive aujourd'hui à un très très bon compromis qui va permettre aux deux parties de travailler dans de bonnes conditions. C'est ça qui compte. Ce n'est pas souvent qu'on signe quelque chose d'aussi important dans une écurie. Cet acte de vente s'est réalisé en présence de Christian Vanier, représentant l'État, et des collectivités qui vont poursuivre le développement économique d'un patrimoine bâti et vivant. On est dans un acte symbolique, vous avez raison de le rappeler, monsieur le maire. Nous aurons la même chose à Hennebont. On a commencé par Lamballe pour des raisons peut-être d'avancer de nos discussions. Une réforme importante pour les haras nationaux, au-delà de la création de l'Institut, qui a été l'arrêt de l'étalonnage public. Il faut toujours revenir à cette réforme fondamentale. Au premier temps, je le rappelle, parce que c'est derrière nous, mais ça a existé, ça a été le transfert de notre compétence en génétique à des acteurs, alors privés en général, et dans le cas de la Bretagne, à un GIP dont nous faisons partie, un GIP breton, pour le cheval breton, pour transmettre sur les 5 ans à venir notre compétence, notre activité, ou accompagner ce transfert pendant 5 ans. Deuxième transfert qui devait se faire, n'ayant plus d'étalons, nous n'avons plus besoin de dépôt d'étalons, donc plus besoin de haras, comme on les appelait, et donc il fallait transmettre ce patrimoine au risque que l'aspect patrimonial, la dimension haras disparaisse. Alors, quand il y avait des syndicats mixtes, comme ici à Lamballe, il y avait déjà une action de transmission qui avait été, on peut dire, engagée, puisque les collectivités ont fortement investi sur les sites, particulièrement celui-ci, et on a convergé vers une solution qui nous permet de transférer à l'équilibre pour les deux parties ce bien vers les collectivités territoriales. Donc un transfert qui se fait progressivement, donc nous ne cachons pas, l'État se retire d'un secteur, mais ne se retire pas brutalement. 2008-2016, c'est déjà 8 ans, et on sera encore là. Donc c'est un transfert qui se fait dans le temps pour ne pas détruire plusieurs siècles d'histoire. Voilà, moi simplement dire que le président Cadec tenait à ce que le département reste un membre du syndicat mixte, et puis a vu tout à fait avec optimisme cette acquisition du haras. Et puis ça va aussi dans la politique du conseil départemental qui est dans la continuité de ce qui était fait dans la mandature précédente, c'est-à-dire l'aide à la filière équine qui est quand même pas négligeable au niveau du département et qui reste une politique évidente et qu'on assume pleinement par la politique qui a été déjà mise en place dans les mandatures précédentes. Je suis très heureux de découvrir ce monde aussi et de découvrir la diversité du monde du cheval. Et vraiment, je suis très heureux que la région s'engage à la fois sur le cheval breton, avec le plan breton cheval. Et donc, je suis vraiment très heureux que le conseil régional accompagne à la fois le cheval breton et ce projet de passation, disons, de compétences entre l'État et les collectivités, parce que je crois vraiment qu'il y a matière à faire un beau projet territorial. Et un beau projet territorial en lien avec le cheval. Je suis ravie d'être associée à cette décision d'aujourd'hui, mais en plus je pense qu'au niveau du Conseil des équidés de Bretagne, on est très content que ça puisse justement aussi continuer d'être un site à vocation équestre, puisque lors de la mise en place du plan cheval, il avait bien été déterminé 5 pôles hippiques bretons, dont Lamballe et Hennebont. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est ravis que ça puisse continuer et que ça puisse poursuivre à contribuer à développer et structurer la filière équine en Bretagne. Ce que je veux dire, d'abord, on est dans un lieu qui relève aussi du symbole. Et c'est pas souvent qu'on signe quelque chose dans une écurie. Et je pense que quand même, ça mérite d'être souligné. Et si on le fait ici, c'est parce que on est ici sur un endroit où il y a une histoire, il y a du patrimoine, il y a eu des chevaux, il y en a encore. Et c'était intéressant qu'on marque ça de cette façon-là. La démarche, c'est pourquoi on fait l'acquisition de ça. Je crois qu'il y a tellement de choses ici, en termes d'histoire, de culture qui sont passées, mais aussi d'activités économiques et de liens avec la population, avec le monde du cheval, de l'activité agricole, et puis au-delà, même avant, de l'histoire militaire, que c'était naturel. Voilà. Et donc, on va continuer à y travailler pour le développement du site, mais bien au-delà du site lui-même,
de tout le secteur, au niveau du département, tu l'as bien dit, au niveau de la région, inséré dans les différents aspects économiques, culturels, touristiques, pour le bonheur de tout le monde. Et donc j'ai tenu à ce que tu repartes d'ici avec un souvenir, mais vrai, ça c'est, je vous le dis, c'est un fer à cheval et je tenais à te le parce qu'en plus il vient voilà, il vient de chez mes parents, donc pour te dire. L'acte d'achat de cet emblème Lambalais a été signé par Christian Vanier et Philippe Hercouet. Cette acquisition va permettre de poursuivre les activités existantes, de préserver le patrimoine, de développer les activités et de les diversifier à travers de nouveaux projets. Ainsi, le rôle économique, patrimonial, culturel et touristique de ce site sera encore renforcé. Toujours dans le Haras national, les écuries de Noël se sont de nouveau installées à Lamballe du 9 au 11 décembre. Ce marché de Noël atypique est le rendez-vous incontournable organisé dans les différentes écuries du Haras qui étaient pour le coup illuminées et décorées à cette période. Chaque année, ce sont plus de 20 000 promeneurs aimant déambuler dans les boxes et les allées où plus de 90 exposants étaient présents. Outre le plaisir des yeux, les papilles étaient aussi sollicités et les visiteurs pouvaient se restaurer avec galettes, vins chauds, chichis, etc. Notre équipe a capturé des images et recueilli les différents avis des spectateurs. Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2016, les écuries du Père Noël se sont installées de nouveau au Haras national de Lamballe. Encore une fois, c'est un peu la magie de Noël qui a envahi les allées du Haras et les écuries transformées en échoppes d'artisans, d'artistes et de producteurs locaux le temps d'un week-end. Mais que serait cette féerie s'il n'y avait pas la venue du Père Noël en personne? C'est par le train qu'il est arrivé en gare de Lamballe et c'est en calèche qu'il a été conduit jusqu'au Haras. Beaucoup d'enfants, accompagnés de leurs parents, attendaient cet instant fabuleux pour voir de près ce bonhomme rouge à la longue barbe blanche, si réputé, et surtout pour profiter de sa distribution de bonbons. Ce marché de Noël, unique dans la région, est maintenant le rendez-vous incontournable de fin d'année. Sur 3 jours, le site du Haras propose à ses visiteurs de découvrir plus de 90 exposants, tous artisans, des artistes de rue en déambulation, des animations et démonstrations équestres. On est la première écurie de trait breton en lait de jument de Bretagne. On n'a que du trait breton, donc on aide à préserver la race du trait breton. Et on a une autorisation préfectorale et nos cosmétiques sont aux normes européennes. Et récemment, on vient d'avoir la marque Bretagne, qui est quand même un signe de qualité et de reconnaissance. Et c'est parfois de loin que viennent ces visiteurs. On vient de l'Oudéac. Je viens du Centre-Bretagne, près de Carhaix. Ah ben je viens de Pléneval-en-Bray. Alors nous venons de Saint-Clette, entre Guingamp et Paimpol. Bonjour, je viens de Pouers-sur-Anse. Ah, on vient des Côtes d'Armor, donc vers l'Oudéac. Pléné-Jugon. Pourquoi venir d'aussi loin? Qu'y a-t-il d'aussi spécifique à ce marché de Noël? En même temps, il y a des très belles choses à découvrir dans tous les domaines, savon, vêtements ou autres, et pour valoriser en même temps les créateurs. Voilà. Ça permet on achète aux créateurs et en même temps on les valorise. Comme j'aime bien le milieu artistique, mon épouse aussi, donc on profite de l'art, il faut le préserver, puis ça fait partie du patrimoine. Hein, ouais. Il y a des bonnes odeurs, il y a des jolies choses artisanales, on a vu beaucoup de bijoux, du thé, on a vu aussi qu'il y avait des petits oreillers, choses comme ça, il y a des choses pour enfants, il y a des choses pour adultes, et il y a du cidre, il y a un peu de tout, c'est varié, il y a beaucoup d'idées. Bon, déjà le marché de Noël, jusqu'à présent on n'a rencontré que des artisans bretons, donc ça nous plaît beaucoup. Et puis on n'a pas encore été du côté des chevaux parce que ça fait pas très longtemps qu'on est arrivé, mais on est plutôt émerveillés. Moi je regarde les stands et puis après je regarde la charpente, j'imagine, il y a quelques box où il y a le nom des chevaux, on imagine toute une histoire derrière. Moi ça me donne envie d'en connaître un petit peu plus sur les haras.
très très bien, c'est bien organisé, tout. Dans le ancien haras en plus, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez des stands dans les box? C'est très original, fallait y penser. Et, de leur façon, il y a peut-être un petit souci, mais que je parais, on ne peut pas trop rentrer vu le monde, mais autrement, c'est très original comme idée et je le conseille. Ah, ça fait quelques années que nous on vient ici déjà, hein, et c'est toujours, à chaque fois qu'on nous demande de revenir, c'est un grand plaisir. Parce que vraiment, cet événement-là des écuries du Père Noël, d'abord c'est un très joli marché de Noël, il y a des très beaux artisans en général. Puis il y a une ambiance festive, agréable, et puis voilà, dans un site qui est quand même assez exceptionnel, hein, faut quand même l'avouer. L'accès au site est gratuit, ainsi que certaines animations situées tout près de l'allée centrale. Alors nous sommes une petite compagnie de spectacle, prénommée les Tisseurs de Brume. Donc on est local, hein, puisqu'on est de Plélo en fait, on est basé sur Plélo. Et puis on propose plein de choses, des échasses, du spectacle avec des animaux, des chevaux, des chiens, etc., du théâtre, de l'escrime. Voilà, c'est un petit peu toute époque, tout univers. Hein. Voilà. D'autres sont payantes, en flocons, la monnaie de ces journées, comme les balades en calèche, les baptêmes à dos d'âne ou de poney, ou encore les démonstrations équestres se déroulant dans le manège couvert. Vous avez chauffage, vous, Bénard? Pas de rigueur. Sur 3 jours, ce marché atypique attire plus de 20 000 promeneurs aimant déambuler dans les boxes et l'allée principale du haras, illuminée et décorée pour l'occasion. Ainsi se termine notre dernière édition de l'année 2016. La prochaine émission aura lieu le samedi 28 janvier 2017. Déjà, les rues de Lamballe sont comme à l'accoutumée toutes illuminées de belles guirlandes bleues et blanches. Pour grossir son équipe, l'atelier MJC Vidéo TV recherche de nouveaux membres de tout âge. La formation se fait sur le tas. Il suffit d'être intéressé par ce sujet passionnant qu'est la vidéo. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter, moi ainsi que toute l'équipe, de bonnes fêtes de fin d'année et bien sûr nos meilleurs vœux.